Les qualifieurs de Lille approchent à grands pas et vu le nouveau set et la complexité qu'il a apporté, on a décidé avec la team de Arc et ainsi que l'aide très importante de Morgal qui est un judge de notre communauté qui est passionné de vous présenter quelques cas concrets qui pourraient vous arriver pendant le tournoi afin de pouvoir le préparer. Vous allez voir que la vidéo n'est pas non plus super bien montée, bien sûr parce qu'on a fait ça dans les meilleurs délais qu'on pouvait et donc on va essayer de vous présenter le maximum de cas concrets. On va tout d'abord commencer avec la première chose importante qui est la pyramide des priorités. Alors il faut savoir que pour moi c'est la chose la plus importante à comprendre dans le ruling. Il faut savoir que les rulings dans Altered, en fait c'est assez hiérarchique. Par exemple tout en bas on aura BGA qui sera lui cette fois-ci plus là pour faire figuration dira-t-on. C'est-à-dire que peut-être que des cartes vont bien marcher mais beaucoup de cartes sont encore buggées. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais les prendre en compte. On a après aussi, ensuite de ça l'univers. Donc l'univers, ça va être comment plus ou moins la carte vous pensez qu'elle va marcher. C'est-à-dire par exemple si Fury d'Iliberi, qui est censé être une carte qui défausse toutes les autres cartes dans son expédition, si par exemple dans BGA il va rester une carte, eh bien sachez que le ruling véritable, ça sera qu'aucune carte ne reste. À moins que bien sûr il y ait d'autres rulings assez importants. Voilà. Ensuite de ça, on a après l'intention des GD. Très souvent, ça va être ce qu'ils ont voulu faire avec la carte, qui n'a pas été très bien soit implanté dans BGA, soit qui n'a pas été très bien compris par les joueurs, ou même des fois, qui n'a même pas été pris en compte par les CR. Et ça, c'est très important parce que, comme vous pouvez voir, les CR, donc les Comprehensive Rules, elles sont un peu au-dessus de l'intention des GD, mais elles sont pas le ruling principal. On va dire que ce sera un des rulings les plus importants, mais au-dessus de ça, on aura la page de la carte en anglais, qui là, cette fois-ci, vous donne toutes les réponses, toutes les questions-réponses, toutes les FAQ qui sont sur les cartes. C'est pour ça que, très clairement, je vous conseille de scanner le QR code. Et comme vous pouvez voir aussi, enfin, tout en haut, il y aura les judges, parce que bien sûr, ce sera toujours eux qui auront le dernier mot. Donc voilà, si vous savez que personne ne peut être parfait, mais ça sera eux qui auront le dernier mot, et c'est bien normal, il faut bien sûr que il y ait des judges. Ils pourront aussi d'ailleurs, c'est très intéressant de savoir que les judges ne seront jamais tout seuls. Ils auront toujours un head judge à côté avec eux ou un team leader qui les aidera forcément à pouvoir prendre des décisions. Si un ruling est très compliqué, ils vont pas décider tout seuls, ils vont peut-être demander de l'aide à un head judge qui connaîtra peut-être encore mieux les règles que lui. Peut-être même que s'il y a des membres de la DGD dans le tournoi, eh bien il y aura sûrement des questions par les judges qui leur seront posées afin que pour vous, vous ayez la chose la plus fair. Ensuite, il est très important de savoir qu'il y a plusieurs petits misprints dans Altered, et notamment le plus important selon moi, c'est celui de la carte Tumulte. Alors pour l'instant, ils n'ont pas encore communiqué dessus, sur comment on va être géré pour le tournoi de Lille spécialement. Eh bien il faut faire attention aux petits rochers, car comme vous pouvez le voir ici, il y a un des rochers sur le monobiome qui est caché par le petit chemin, on va dire, contrairement à l'osco bibiome où on voit deux rochers. Donc en plus ça c'est très simple parce que un rocher monobiome, deux rochers bibiome. Et ça pour l'instant, sachez que s'il n'y a pas de choses explicitement dites pendant le tournoi, eh bien sachez que votre adversaire le sera sûrement. Et pour l'instant, ce qui est recommandé par beaucoup de joueurs ou par des judges et autres, même si c'est encore bien sûr en débat, c'est de pouvoir donc lancer un dé ou une pièce, surtout un dé, et si c'est 1-3, on dit que c'est le monobiome, si c'est 3, 4 jusqu'à 6, on dit que c'est le bibiome. Voilà. C'est comme ça que ça peut marcher. Pour l'instant, c'est pas la technique la plus optimale, on attend toujours des reprints de tumulte, mais voilà. Ensuite, ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'il y a d'autres cartes qui ont été un peu misprint. Par exemple, on a ici Daedalus qui a été dans sa version commune dans les packs promo, avec donc son ancien coup de réserve qui était peut-être lors d'une bêta ou de je ne sais quoi. Et comme vous pouvez le voir, si quelqu'un donc vous joue un Daedalus commun et qu'il vous le joue pour 2 de la réserve, bah, sachez qu'il a tort parce que le Daedalus actuel, donc celui en anglais, est 3-3, 0-3-3. Ensuite de ça, on a aussi les Batter Blues, qui eux aussi ont un petit problème en français. C'est pour ça que je vous ai mis aussi la carte en français. La carte française dit que les autres personnages joués depuis la réserve coûtent 1 de moins. Mais en fait, ça veut dire que c'est tous les personnages, alors que normalement, ce serait seulement vos personnages qui coûteraient 1 de moins. Bien sûr, donc ça veut dire que si on se fiait seulement à la version commune, le Batter Blues sera encore plus nul que ce qu'il est. Donc c'est pour ça que je vous conseille de savoir que la version anglaise existe. On a enfin aussi Saskia, qui est un des exemples principaux, on va dire. Ici, cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, c'est que sur le texte français, à l'époque, il y avait marqué vous pouvez cibler un personnage en plante, et pas vous pouvez vous pouvez donner un personnage, enfin de boost à un autre personnage ciblé en plante. En fait, ça veut dire qu'à l'époque,
avant l'errata, eh bien Saskia se donnait elle-même un boost. Enfin, elle pouvait se donner elle-même un boost si elle était en plante. Et aussi, il y a encore plein d'autres petits misprints ou plein d'errata à connaître. Et c'est pour ça donc que je vous en renvoie sur le document qui a été fait par Carrère, qui est un judge donc, qui est très très actif dans la communauté d'Altered, surtout sur le Discord Judge, mais aussi sur le Discord officiel. Ensuite, un autre point assez important, c'est les cartes en jeu et contrôlées. Par exemple, si je vous prends ces deux cartes-là, vous allez me dire que mis à part l'effet, le coup et en fait un peu tout, elles sont complètement différentes. Et c'est vrai. Cependant, elles ont aussi une autre différence assez importante, c'est qu'il y en a une, donc le drone ratisseur, si on prend seulement les effets, en gros qu'elle va dépenser un compteur d'une carte que vous contrôlez, alors que pour l'affamé, lui, il va dire défausser toutes les cartes en jeu. Et en fait, qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Eh bien, il faut savoir que contrôler, c'est une carte que vous allez avoir sur le terrain, héros inclus. Donc que vous allez avoir soit dans vos expéditions, ou votre héros, ou dans vos zones permanentes. Alors que toutes les cartes en jeu avec l'affamé, qui en plus d'ailleurs lui dit est en réserve, ça va être vraiment toutes les cartes hors héros, c'est-à-dire les personnages dans votre zone d'expédition, tous les permanents, et enfin tous les permanents, quels qu'ils soient, même les djir, enfin voilà, tout part. Donc ça c'est une petite subtilité à savoir aussi qui est assez importante. Et bien sûr, forcément, ça veut dire que avec le drone ratisseur, vous pouvez dépenser un compteur de Traced. Voilà, si vous utilisez l'effet. C'est très important. Donc voilà, si quelqu'un vous dit, par exemple, pendant le tournoi, non, t'as pas le droit d'enlever un compteur de trace, sachez que vous aurez raison. Ensuite, autre petite chose importante à savoir, en fait, qu'est-ce qu'un compteur? Qu'est-ce que, par exemple, le drone ratisseur peut enlever? Eh bien, il faut savoir que un compteur, c'est tout ce qui va être un boost ou tout ce qui va avoir dans son nom compteur, simplement. Et tout ce qui n'est pas un compteur, ça va être tous les états. Par exemple, on va avoir l'état boosté, qui va être un personnage en jeu ou en réserve avec un compteur boost. D'ailleurs, c'est le seul état qui utilise des compteurs. Les autres vont plutôt utiliser un jeton, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire pour ancrer qui va donc être avec le jeton ancré, l'endormi qui lui va être représenté avec un jeton endormi, fugace avec un jeton fugace, et épuisé qui lui aussi c'est complètement la carte qui est inclinée. Eh bien sachez que ceux-ci sont donc des états, et donc les jetons qui les représentent ne sont pas considérés comme des compteurs, donc vous ne pouvez pas enlever fugace de drone ratisseur. Ensuite de ça, un des points très importants que j'ai vu vraiment pas mal de fois, et même pas mal de jeux ont vu pas mal de fois lors de petits tournois, c'est les effets obligatoires qui sont donc obligatoires à proc. On va prendre par exemple ici l'exemple avec Flore et Thésée. Sachez par exemple que déjà Flore, elle, dit qu'à midi, c'est un autre personnage ciblé en jeu ou en réserve qui va gagner un boost, mais si vous n'avez pas de personnage en jeu ou en réserve, hors Flore bien sûr, mais elle du coup ne pourra pas être boostée, et bien sachez que si l'adversaire lui contrôle un personnage en jeu ou en réserve, vous allez devoir être obligé de lui donner un boost. Ce qui est encore pire, c'est avec Thésée, parce que Thésée, c'est là aussi un effet obligatoire, le fait de renvoyer un personnage ciblé dans la main ou de son propriétaire. Donc par exemple, si vous jouez Thésée pour 8 et que c'est votre seul personnage, et que l'adversaire n'a pas de personnage, et bien vous le remontez. Ce qui est donc fait, c'est d'ailleurs que c'est une carte qui est devenue finalement un peu plus faible que ce qu'elle était. On doit ensuite après parler de l'affamé, qui là aussi a encore une autre subtilité, qui est qu'il va gagner des boosts pour chaque carte qui va rejoindre la défausse. Alors donc il faut savoir que la défausse, ça va être pas forcément que avec l'effet de l'affamé, ça va être aussi donc à chaque fois que l'adversaire par exemple va jouer un sort fugace. Par exemple si l'adversaire joue un renfort commun, eh bien votre affamé va gagner un boost à la fin de la résolution du sort, quand le sort va donc toucher la défausse. Mais il faut savoir aussi que si l'adversaire contrôle des tokens, eh bien ces derniers ne vous donneront pas de boost parce que les tokens ne vont jamais dans la réserve. Les tokens, quel que soit comment ils sont déplacés, vont juste disparaître. Ensuite, on doit parler aussi de les effets de Soubash et ainsi que des effets à midi. Il faut savoir par exemple que si Soubash à midi envoie en réserve un drone ratisseur, eh bien ce dernier ne pourra pas déclencher son effet à midi. Pourquoi? Parce que la condition, qui est donc avant le petit tiré, que vous pouvez voir à chaque fois dans beaucoup de cartes, c'est la condition qu'il faut respecter en début d'une phase. Ici, il faut donc respecter à midi, c'est-à-dire au début de midi, si la carte est déjà dans la réserve, elle va pouvoir faire son effet. C'est-à-dire qu'en la mettant avec Soubash en réserve, eh bien en fait, vous pourrez malheureusement pas faire gagner son effet parce qu'il n'était pas présent au début de la phase. Il faut aussi prendre donc le Festival Ira, qui là aussi est pas très bien compris par certains joueurs, car cette fois-ci, celle-là va demander tout d'abord qu'au début de la phase, donc au début du crépuscule, vous ayez déjà un personnage fugace, ancré et endormi, avant de pouvoir donc gagner, avant de pouvoir résoudre l'effet qui est donc de gagner la partie. Donc ça veut dire que si,
par exemple, vous endormissez un personnage au crépuscule, et bien ce dernier ne comptera pas dans le trigger au début de la phase du Festival d'Ira. Voilà, c'est très important aussi à prendre en compte. Aussi qu'on parle donc des échanges de boost. Alors ces derniers, bien sûr, ne sont faits pour l'instant que par Duende de Sèvres, qui est la seule carte qui, pour l'instant, permet d'échanger des boosts. Mais on va prendre l'exemple suivant. On a Presti qui a un boost de plus que Aklout, et lors de l'échange de boost, elle va donc lui donner un boost en plus. Et bien, cet échange va déclencher l'effet d'Aklout, parce qu'il va avoir gagné plus de boost qu'il en a perdu. Par contre, en revanche, s'ils ont autant de boost tous les deux et qu'ils échangent leur boost, et bien là, c'est comme si c'était rien passé. Autre chose importante à savoir, si cette fois-ci Aklout perd des boosts, malgré qu'il va en regagner quand même, par exemple si il en avait 2 et que Presti en avait que 1, s'il en perd des boosts, eh bien il ne pourra pas déclencher son effet de gagner un boost. C'est vraiment que si strictement, donc, vous avez un gain de boost strictement supérieur que les effets qui disent que si vous avez gagné au moins un boost, vont pouvoir se trigger. Ensuite, on doit aussi parler de quand est-ce qu'une carte est jouée. Et bien par exemple, là ceci, on va prendre l'exemple d'une partie simple, c'est-à-dire par exemple, je vais jouer Esmeralda, qui une fois joué, va ravitailler un tatoueur Izmir. Et bien il n'y aura pas de boost donné au tatoueur Izmir. Pourquoi? Parce que ce dernier n'était pas présent lorsque vous avez joué la carte. C'est-à-dire que quand vous avez joué la carte, c'est-à-dire que vous avez payé le coup et que vous avez mis Esmeralda donc, sur une de vos expéditions. Donc elle a rejoint une expédition, fin de la limbe, elle fait son ravitail, enfin, effet déclencheur, elle ravitaille. Le tatoueur Izmir apparaît que maintenant, et donc forcément il n'était pas présent lorsque vous avez joué la carte, donc il n'a pas gagné de boost. Je prends ensuite le cas aussi de tatoueur Izmir qui va par exemple tenter de vouloir défausser un commit personnel. Et bien sachez que cette dernière va quand même pouvoir invoquer son token. Pourquoi? Parce que d'abord la carte va être jouée, puis on va mettre leurs effets dans des sacs, donc l'effet de la commis et votre tatoueur. Puis on va résoudre les effets. Et donc d'abord vous allez résoudre l'effet de tatoueur, parce que vous êtes bien sûr le joueur du tour, et vous allez donc défausser peut-être le commit personnel. Cependant, vu que l'effet sera déjà dans les limbes, c'est-à-dire dans le sac, eh bien elle va pouvoir invoquer son token. Cependant, par contre, si vous jouez un sort, ceci est un peu différent, parce qu'un sort va tout d'abord aller dans les limbes avant de finir de résoudre son effet. Ce qui va donc avoir pour effet de d'abord envoyer en réserve le commit du personnel, puis de se défausser, si par exemple elle devait se défausser ou peut-être repartir en réserve. Tout ceci parce que pour l'instant elle reste encore dans les limbes, et donc la carte n'est pas encore complètement jouée. C'est que après, donc la résolution de l'effet, que la carte est considérée comme jouée. Un autre truc aussi important à prendre en compte, c'est quand est-ce qu'une carte perd ses compteurs. Là aussi on va encore prendre le cas des Izmir parce que ces derniers ont quand même pas mal de rulings importants avec ce set là, et on va prendre le cas d'Evanescence qui a 3 compteurs depuis la réserve. Si par exemple grâce à l'effet de la scène vous lui faites perdre Fugace, et que vous la jouez, je vous mets d'ailleurs ici l'effet en un peu plus proche, la carte va gagner Fugace, bien sûr, vous allez finir de résoudre l'effet, puis la carte va perdre Fugace et va retourner en réserve avec tous ses compteurs. Et là aussi c'est encore une fois une petite subtilité des règles, il faut savoir que eux les sorts, bah techniquement ils n'ont pas quitté la zone d'expédition, elle est juste allée dans les limbes et puis est repartie. Donc vu qu'elle n'a pas touché la zone d'expédition, elle ne peut pas perdre ses compteurs. C'est un truc assez complexe à prendre en compte, mais c'est toujours une chose qui peut-être va pouvoir vous sauver, parce que peut-être que vous allez pouvoir jouer 2 Évanescences. Ensuite, on doit parler du cas de l'Ouroboros Axiom. Ce dernier a bien entendu plein de rulings, mais sachez que la chose la plus importante à savoir, c'est que c'est un effet de remplacement. Un effet de remplacement, ça fait que, eh bien, ici, au lieu de ravitailler, vous allez révéler 2 cartes et vous allez en choisir une que vous allez mettre en réserve, ce qui est complètement différent de ravitailler. Sachez d'ailleurs que ravitailler épuisé est aussi une instance de ravitailler, donc la carte ne sera pas épuisée si vous la mettez en réserve. On va prendre aussi un exemple aussi très important, c'est que par exemple vous jouez Teja et vous avez un grand bois sur le terrain, et que l'adversaire lui a un récupérateur Axiom et qui va le jouer, il va pouvoir littéralement juste choisir une carte, la mettre dans sa réserve, et vous n'avez pas gagné le boost, parce que ce n'était pas un effet de ravitailler. Je voulais aussi vous parler donc des cartes épuisées, parce que ces dernières ont récemment pas mal, refait surface récemment, surtout avec des problèmes de ruling. On prend par exemple ici le cas de Evanescence sur une Coppelia de 2. Si elle va en réserve, est-ce qu'elle va pouvoir être rejouée gratuitement? Et bien là bien sûr non, parce que la carte dit que vous pouvez me jouer pour gratuitement. C'est-à-dire que, vu qu'elle est épuisée, elle ne peut donc pas être jouée, par essence.
Par contre, cependant, très important à prendre en compte, épuiser une carte n'annule pas son effet passif. Et là, je ne parle bien sûr pas de l'effet support. Par exemple, on prend le cas de l'Encrière de l'Ouroboros. Elle, si vous la renvoyez grâce à Evanescence en réserve, même si elle est épuisée, elle va quand même pouvoir en renvoyer une autre carte de la réserve à la main. Par contre, cependant, elle n'aura pas ses effets support. Donc l'adversaire ne pourra pas réutiliser sa carte pour, par exemple, réduire le coût d'une autre carte de 1. Bien sûr, ici je vous mets les règles du CR qui expliquent tout ça. Sachez que c'est un ruling assez récent, donc j'ai vraiment rien préparé dessus, c'était vraiment à la va-vite. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a eu pas mal de petits points ruling intéressants à prendre en compte. J'espère que ça va vous aider pendant le tournoi à peut-être gagner une ou deux parties, qui sait. Et je vous espère donc le maximum de chance. Mais d'ici là, sachez que je vous conseille fortement de lire les règles complètes du jeu, donc les CR, afin de vraiment être à la page. Et par exemple, si vous avez une question bien compliquée et bien difficile, c'est toujours intéressant de la poser au Discord Judge, parce que ces derniers vont pouvoir déjà en débattre, peut-être voir s'il y a un problème avec les rulings, donc peut-être aussi remonter plus facilement les problèmes de ruling, plutôt que si ça se perd sur un Discord random. Et enfin aussi, bien sûr, ça permettra de toujours avoir d'archiver des rulings bien complexes, au cas où si un judge a besoin de comprendre un ruling très compliqué. Je vous renvoie aussi, bien sûr, au document de Carrère, que je vais aussi mettre donc dans la description. J'espère bien sûr d'ailleurs que je n'écorche pas son nom, car c'est vraiment un document très intéressant, qui là aussi n'est pas officiel, mais vous donne énormément d'informations assez intéressantes à savoir, plus particulièrement. Et d'ici là, n'hésitez donc pas à vous abonner à notre chaîne pour de prochaines vidéos, et surtout des vidéos qui seront peut-être mieux montées avec des choses plus intéressantes. Allez, sur ce, à plus!